Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous résumons des livres de façon claire et simple à comprendre. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un livre qui a changé la pensée et la vie de millions de personnes. Le best-seller de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ce livre vous offre l'occasion de comprendre en profondeur l'argent, l'éducation financière et l'état d'esprit pour devenir riche. Il présente l'histoire de deux pères, un père riche et un père pauvre. La façon dont leurs idées et leurs décisions influencent leur situation économique est le message central de l'ouvrage. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en français, avec des mots simples, les 6 leçons de Rich Dad Poor Dad, ses principes essentiels et des histoires inspirantes. Si vous souhaitez améliorer votre vie financière, cette vidéo sera comme un guide. Vous y verrez comment faire travailler l'argent pour vous, la différence entre actif et passif, pourquoi l'éducation financière est plus importante que le programme scolaire, et comment les riches deviennent riches par leur façon de penser. Si la vidéo vous plaît, mettez un like, partagez-la, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est de vous apporter un savoir capable de donner une nouvelle direction à votre vie. Sans plus attendre, commençons ce voyage et voyons ce que ce grand livre de Robert Kiyosaki nous enseigne. Les faits, Robert Kiyosaki, l'auteur, avait 2 pères. Son père biologique, très instruit et titulaire d'un doctorat, a pourtant vécu et est mort dans la pauvreté. Robert l'appelle donc son père pauvre. L'autre n'était pas très instruit mais très riche. Robert l'appelle son père riche. Comment peut-on avoir 2 pères? Le père pauvre, son vrai père, n'avait qu'un rêve. Que Robert étudie dur, décroche un poste dans une grande entreprise et sécurise son avenir. Le père riche, en réalité le père de son ami Mike, voulait que Robert fasse quelque chose de sa vie. Tout ne s'apprend pas à l'école. Certaines leçons ne viennent qu'avec l'expérience. L'école peut vous donner de bonnes notes, mais l'école de la vie enseigne bien davantage. Les études sont importantes, certes, mais on ne peut pas tout obtenir en ne comptant que sur elles. Voyons donc quoi faire et comment le faire. La première leçon dit « Les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Cela paraît étrange, mais voici une histoire. Un homme faisait travailler son âne en suspendant une carotte devant lui. L'âne avançait, espérant l'attraper sans jamais y parvenir. Beaucoup de gens sont comme cet âne. Ils travaillent sans cesse, croyant qu'un jour ils seront riches, mais l'argent reste un rêve. Au lieu de travailler pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. Sur le chemin de la richesse, la peur de rester pauvre et la cupidité, désir des belles choses, nous piègent dans une boucle sans fin. On travaille plus, on gagne plus, on dépense plus. C'est ce que le père riche appelle la race. N'allez pas au travail seulement pour le chèque mensuel qui couvre à peine les factures. Vous êtes responsable de vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Travaillez-vous juste pour la sécurité d'un emploi? Pensez-vous vraiment devenir riche ainsi? Si oui, votre rêve ne se réalisera pas. Sinon, premier pas. Retirez la peur de votre esprit, car peur et avidité poussent à agir sans réfléchir. Dans cette leçon, le père riche fit travailler Robert dans une supérette sans salaire. Il s'impliqua et des idées affluèrent. Il remarqua que la caissière déchirait la couverture des bandes dessinées et qu'un distributeur reprenait la moitié supérieure pour créditer le magasin. Robert demanda s'il pouvait récupérer les anciennes bandes dessinées à condition de ne pas les vendre. Il commença alors à les louer à ses amis, 10 cents pour 2 heures. Il embaucha la sœur de Mike pour $1 par semaine. Dès la première semaine, il gagna $9.50. Il apprit ainsi à faire travailler l'argent pour lui. Deuxième leçon. Pourquoi enseigner la littératie financière? En 1923, à l'Edgewater Beach Hotel de Chicago, des leaders et grands hommes d'affaires, comme Charles Schwab, Samuel Insull, etc., se réunirent. 25 ans plus tard, beaucoup étaient morts pauvres, certains suicidés, d'autres avaient perdu la raison. Les gens sont si absorbés par gagner de l'argent qu'ils oublient d'apprendre à le conserver. Gagner peut-être, mais garder est essentiel. Si vous maîtrisez cet art, vous surmonterez mieux les périodes difficiles, voire, avec une bonne planification, elles n'arriveront pas. Construire l'Empire State Building exige des fondations profondes,
La plupart veulent bâtir un gratte-ciel sur une dalle de 15 cm. Le père pauvre voulait juste que Robert étudie. Le père riche voulait qu'il devienne financièrement lettré. L'école apprend à bâtir une maison, pas à poser une fondation solide. Troisième leçon. Faire la différence entre passif et actif, et n'acheter que des actifs. Cela paraît simple, mais c'est la règle qui rend riche. Les pauvres et la classe moyenne confondent souvent passif et actif. Le père riche appliquait le principe KISS, Keep it simple, stupid. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Louer un logement que vous possédez rembourse le prêt et vous laisse un flux. Habiter votre maison ne vous rapporte rien. Beaucoup croient comprendre les états financiers, mais ne voient pas le lien entre compte de résultats et bilan. Il ne suffit pas d'être lettré. Il faut être lettré en finance. Regardons le schéma des dépenses. Les ménages de classe moyenne voient leurs revenus partir dans hypothèques, loyers, prêts automobiles et immobiliers, cartes de crédit, frais divers, électricité. Les pauvres n'ont pas de gros passifs, mais pas d'actifs non plus. Leur salaire s'évapore dans les dépenses quotidiennes, parfois avec des dettes qui aggravent leur situation. Les riches achètent des actifs qui génèrent plus d'argent, qui achètent d'autres actifs, etc. Ils utilisent souvent le levier du crédit pour des biens mis en location. Le loyer paie la mensualité et laisse un surplus, de l'argent sans effort direct. La différence entre père riche et père pauvre est surtout une différence d'état d'esprit sur la dépense de l'argent. Dans les années 1960, on croyait que bonne note égale médecin, ingénieur égale richesse. Pourtant, beaucoup de médecins luttent encore financièrement. Aujourd'hui, on veut être athlète célèbre, président, directeur général, star, parce qu'on sait que de bonnes notes ne suffisent pas. Souvent, les jeunes couples pensent que 2 salaires les rendront à l'aise. Ils rêvent d'une grande maison, économisent, se concentrent sur leur carrière. Les revenus montent et les dépenses aussi. Sans littératie financière, on dépense plus en proportion. On achète un grand logement, on se dit un peu plus riche, mais on a surtout acquis de nouveaux passifs, taxes foncières, voitures, meubles. La rat race s'installe. Le problème n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez, mais qu'ils ne savent pas gérer ce qu'ils ont. Si tu es dans un trou, arrête de creuser. Nous suivons souvent la foule. Ta maison est ton plus grand actif, prends un prêt. Tu as été promu, achète plus grand. Mais non, le père riche disait que les Japonais connaissaient la force de 3 choses. L'épée, force, les joyaux, argent, et le miroir, connaissance de soi. Le miroir révèle votre plus grande force, vous-même. Se définir soi-même plutôt que par la vie des autres, voilà la clé. Les pauvres et la classe moyenne se laissent asservir par l'argent, d'où leur stagnation. À 16 ans, Robert et Mike accompagnèrent le père riche à toutes ses réunions avec comptables, managers, investisseurs, employés. Cet homme, qui avait quitté l'école à 13 ans, dirigeait des diplômés, donnait des conseils business. Cela amena Robert et son ami à moins s'intéresser à l'école au sens strict, qui, selon eux, étouffait parfois la créativité en imposant des moules. Robert contestait l'idée que seules de bonnes notes mènent à la réussite. Un jour, Robert s'est disputé avec son père pauvre, persuadé que sa maison était son meilleur investissement. Mais ses revenus et ses dépenses s'annulaient, il n'avait pas de répit. Robert voulait lui faire comprendre que pour lui, la maison était un passif. Beaucoup passent leur vie à rembourser 30 ans de prêts, puis renouvellent pour plus grand, sans garantie sur la hausse de valeur. L'argent immobilisé empêche d'autres investissements et l'apprentissage qui va avec. À l'inverse, se concentrer sur les actifs peut changer l'avenir. Les parents de la femme de Robert ont pris une grande maison. La taxe foncière, 1000 $, dépassait leur budget de retraité. Le message n'est pas « n'achetez jamais », mais « avec la somme d'un grand logement, achetez d'abord un actif. Il travaillera pour vous et financera plus tard la maison désirée, sans emprunt. » Pourquoi les riches s'enrichissent et la classe moyenne stagne? Simple. Les riches achètent des actifs qui multiplient leur argent et paient leurs dépenses. La classe moyenne attend la paie du mois engloutie par les charges.
Quand le salaire augmente, impôts et dépenses augmentent aussi, la race continue. Considérer sa maison comme un actif conduit souvent au surendettement. Épuisés par le travail et par la dette, beaucoup n'osent pas prendre de risques, comme quitter un poste. Demandez-vous, si vous quittiez votre emploi aujourd'hui, combien de temps tiendriez-vous? La valeur nette, incluant une vieille voiture qui ne vaut rien, ne suffit pas. La richesse, c'est combien votre argent génère. Si vos actifs vous perdent 3 000 $ par mois mais que vos dépenses sont de 6 000 $, vous ne tenez qu'un demi-mois. Il faut augmenter le revenu des actifs jusqu'à couvrir vos dépenses. Vous ne deviendrez pas riche d'un coup, mais vous deviendrez aisé. Vos actifs paieront vos charges. Vous ne deviendrez véritablement aisé que si vos dépenses restent inférieures à la croissance de vos actifs. 4e leçon, occupez-vous de vos affaires. Ray Kroc, McDonald's, expliquait à une classe de Master of Business Administration que son vrai business n'était pas le hamburger mais l'immobilier. Chaque franchise implique l'achat du terrain. Le père riche apprit à Robert que la plupart travaillent pour tout le monde sauf pour eux-mêmes. Ils paient des impôts, État, travaillent pour l'entreprise, et avec les intérêts, pour la banque. Notre système scolaire nous forme à être employés, pas employeurs. On devient ce que l'on étudie. Je suis médecin banquier. Mais ce n'est pas un business, c'est une profession. Transformez ce que vous faites en business. Ne passez pas votre vie à enrichir les autres. Beaucoup découvrent trop tard que leur prêt immobilier les étouffe. La voiture, avec ses coûts, est un passif. D'où l'insistance sur la colonne des actifs plutôt que celle des revenus. Quels actifs acheter? Un business qui ne requiert pas votre présence, sinon c'est un emploi, de l'immobilier, des actions et obligations. Investissez dans ce que vous aimez. L'intérêt personnel facilite la compréhension. Robert aimait l'immobilier et les actions de petites entreprises. Suivant le conseil du père riche, il n'a pas quitté son emploi trop tôt. Il l'a gardé tout en renforçant sa colonne d'actifs. Considérez chaque dollar comme un serviteur qui travaille pour vous. Achetez les luxes en dernier. La classe moyenne dépense d'abord, les riches après avoir fait grossir les actifs. 5e leçon, les riches inventent l'argent. Alexander Graham Bell proposa à Western Union d'acheter son brevet du téléphone pour 100 000 $. Refus. Plus tard, American Telephone and Telegraph naquit. Robert enseigne depuis 1984. Il a constaté que chacun a du potentiel, mais que le doute de soi nous freine. Être un génie financier demande connaissance et courage. Beaucoup évitent le risque. Pourtant, pour devenir riche, il faut en prendre. Le monde change. Ce qui était un actif hier peut devenir un passif aujourd'hui. Restez à jour. Robert a conçu le jeu Cash Flow pour expliquer comment l'argent fonctionne, le chemin vers la richesse et la sortie de la rat race. Une participante y gagne un bateau mais découvre le coût fiscal. Ce gain devient un passif. D'abord fâchée, elle comprend ensuite la leçon. Relier le jeu à la vie réelle. Beaucoup perdent parce qu'ils attendent les bonnes cartes ou ne reconnaissent pas l'opportunité. L'intelligence financière, c'est la créativité avec l'argent. Que faire sans argent mais avec une occasion? Que faire avec de l'argent mais sans occasion? Les investisseurs professionnels créent leurs investissements et gagnent beaucoup plus que ce qu'ils engagent. 3 compétences. Voir ce que les autres ne voient pas. Lever des fonds au-delà des banques. S'entourer de plus intelligents que soi. Exemple. Dans les années 1990, en Arizona, Phoenix, l'économie allait mal. Les gens vendaient à vil prix. Robert acheta une maison en dessous de sa valeur, publia une annonce attractive et réalisa un profit rapide via une note primaire, en quelques heures, sans impôt immédiat, en ajoutant un actif à sa colonne de revenus. Plus tard, la maison prit de la valeur. Au lieu d'épargner faiblement rémunéré et imposé, mieux vaut investir dans votre atout le plus puissant, votre cerveau. 6e leçon, travaillez pour apprendre, pas pour l'argent. Une journaliste talentueuse voulait devenir célèbre. Robert lui conseilla de suivre un cours de vente. Elle trouva cela petit, oubliant que Robert avait lui-même appris la vente. Le talent ne suffit pas, il faut savoir le présenter et le vendre.
Aucune honte à apprendre à vendre. Le père pauvre tenait à la sécurité de l'emploi, le père riche insistait sur l'apprentissage. L'école récompense l'hyperspécialisation, mais la vraie connaissance vient aussi d'expériences variées, différents métiers, compréhension des rouages. Robert rejoignit les Marines pour apprendre le leadership, puis Xerox pour vaincre sa timidité et apprendre la vente. Ensuite, il lança sa propre entreprise, acceptant le risque de l'échec, se souvenant, avant 30 ans, on peut risquer la faillite et se relever. Beaucoup d'employeurs paient juste assez pour retenir les employés. Beaucoup d'employés travaillent juste assez pour ne pas être licenciés. Cela peut marcher quelques années, pas pour la vie. Apprenez maintenant ce que vous devez apprendre, avant de vous enfermer dans une profession. Une fois le métier choisi, on risque d'y rester coincé longtemps. Voilà qui conclut ce résumé. Merci.